Magistral Grigor Dimitrov, Iga Swiatek en perdition, le tableau féminin qui s'ouvre et évidemment les 48 aces d'Alexander Bublik. Encore une fois face à un Frances Tiafoe, frustré après un Roland Garros, très frustrant. Aujourd'hui, très gros programme à Wimbledon. On revient sur la journée d'hier. C'est parti. Et pour changer, on commence un petit peu avec le tableau féminin. Un petit clin d'œil puisque évidemment, Alex et Ala, l'année dernière, finissaient ses études à la Rafa Academy. On remet dans le contexte, c'est une jeune Philippine qui est arrivée à l'âge de 13 ans à la Rafa Academy. Et hier, elle jouait Iga Swiatek sur le plus grand court du monde, la tenante du titre. Rien que ça, et elle a sorti un match de patronne. Alors, elle remporte ce premier set 7-6 et j'avais envie de vous dire qu'à ce moment-là, j'ai compris que le match était terminé. Au moment où elle remporte ce premier set 7-6, on sentait Iga Swiatek comme à Roland Garros face à Marta Kostyuk. La perte du premier set a été fatale. Elle n'a jamais réussi à s'en sortir derrière. Alex Ala, c'est une joueuse avec du punch, c'est une joueuse qui va vers l'avant et c'est vraiment une joueuse rafraîchissante sur le circuit féminin. Elle fait plaisir à voir. C'est pas la seule surprise qu'on a eue hier puisque le tableau s'ouvre. Anisimova, finaliste de l'année passée, éliminée face à Madison Keys. On a eu un énorme super tie-break entre Noskova et Siersta, c'était très sympa aussi. Samsonova face à Bouskova qui s'est fini à 6-4. J'étais devant aussi et je dois avouer que j'ai beaucoup de mal avec Samsonova. Très clairement, c'est une joueuse qui est capable d'en mettre partout, qui a très peu de plans de jeu, qui a très peu de variations. C'est pas ma cam, très sincèrement. Et Mertens Rybakina, encore une fois Rybakina, depuis qu'elle peut passer numéro 1 mondial, c'est-à-dire depuis environ 2 mois, c'est vraiment catastrophique. Ce qui nous fait un tableau féminin complètement ouvert dans la partie du bas. On a Kruger aussi qui enchaîne quasiment 20 victoires de suite face à Kostyuk. Donc voilà, ça va être hyper sympa, c'est très stylé. En plus, Eala et sa belle histoire nous offrent une des images de l'année sur la planète tennis. Regardez bien, peut-être sous cet angle-là, c'est encore un petit peu mieux. Franchement, une joueuse tellement rafraîchissante qui en plus vient d'un pays où il n'y a pas eu énormément de stars dans le sport. Elle est soutenue partout dans le monde, par un pays, par un continent. Franchement, c'est hyper sympa ces images-là. On enchaîne du côté des hommes. On a évidemment Flavio Cobolli qui, sincèrement, je dois le dire, j'avais énormément de questions, j'avais beaucoup de doutes de la part de Flavio Cobolli, puisque je me suis dit après ce Roland Garros, est-ce qu'il va être capable d'enchaîner? Alors on sait qu'il a déjà très bien joué à Wimbledon, mais c'est pas évident, et Flavio Cobolli hier s'en sort alors qu'il est mené 2-7-1, et qu'en plus il offre cette troisième manche sur une double faute. Il est mené 6-5 au tie-break face à Khachanov, et il fait double faute, et là je me dis ça va être compliqué. Et derrière, 6-2, 6-2, il repart encore une fois pour Karen Khachanov, un match en 5-7, encore une fois un match en 5-7 perdu. Et sincèrement, je trouve Cobolli ultra solide. Alors, si on regarde les chiffres comme ça, regardez bien, c'est lui qui gagne le tie-break face à Navone, c'est lui qui gagne le deuxième tie-break ici. Face à De Koer, c'est lui aussi qui gagne les deux tie-breaks. Ici, face à Khachanov, c'est lui qui gagne le premier tie-break. Il perd le deuxième, son premier dans ce tournoi à cause d'une double faute. Donc c'est le seul moment où je l'ai trouvé vraiment un petit peu timide. Mais sinon, dans les moments chauds, il a été monstrueux. Donc franchement, ça fait plaisir à voir. Au prochain tour, c'est ouvert puisqu'il joue Demi-Nord. Demi-Nord qui ne m'a absolument pas impressionné. On va en parler après face à Zachary Svajda. Mais voilà, on enchaîne avec le match d'après. On a eu le banger du tournoi. Vous vous en souvenez, à Roland Garros, on avait eu le Frances Tiafoe, Matteo Arnaldi. Là, on a eu le Zizou Bergs, Arthur Ferry. C'était dingue. Zizou Bergs menait 6-2, 5-7, 6-2, 4-1. Double break sur gazon. Arthur Ferry s'en est sorti alors qu'il était aussi mené 4-1 au 5e set, un break, pour finalement s'en sortir 7-6, 7-6 dans la 4e et la 5e manche. C'était un match hyper sympa à suivre avec une dramaturgie incroyable. Arthur Ferry hyper mobile sur les appuis, qui a été capable de hyper bien relancer quand il fallait hyper bien relancer, de se projeter, de rentrer à l'intérieur du terrain, de mettre énormément de pression, de faire aussi pas mal de slice quand il fallait mettre beaucoup de pression et demander à Zizou Bergs de tirer un passing. Donc voilà, j'ai adoré, il y avait une super ambiance, une ambiance de pub vraiment londonien. C'était hyper sympa sur un petit terrain. Arthur Ferry, on le sait, hein, il est né en France, donc voilà. On peut aussi se dire qu'on a un Français. On a un Français en 8e, ça peut fonctionner. Alors, on va revenir en image sur certains matchs d'hier. On a d'abord Alexander Zverev qui nous montre quelques progrès sur cette surface. Qu'est-ce que ça va donner dans la suite du tournoi? Je ne sais pas, mais ce qui est hyper sympa, c'est qu'il faut noter aussi une progression chez certains joueurs. Et là, on le voit ici, dès le début du match, il nous fait quelques amortis. Ici, il vient couper la trajectoire, il reste collé à la ligne de fond de cours. On le voit descendre au niveau de ses appuis et il vient nous apporter une petite variation. Franchement, ça fait toujours plaisir, c'est important. On a aussi ici un petit slice de revers. Alors, c'est pas le slice de Grigor Dimitrov, mais on a un slice
ce qui n'arrivait pas beaucoup avant chez Alexander Zverev. C'est pas ça qui va faire gagner le point, mais c'est ça qui va apporter une petite variation et permettre à son revers à deux mains d'être encore un petit peu plus impactant à l'échange. Mais encore une fois, on retrouve aussi chez Alexander Zverev ce qui fait ses failles, ses défauts. C'est ce plus 1. Ici, il fait un super service. Il se retrouve avec un super coup droit à jouer. Et là, on sait que par exemple, avec les tout meilleurs, Djokovic, Alcaraz, la balle, elle part ici quasiment la plupart du temps. Il y a beaucoup de place parce que c'était un slice ici au niveau du service. Et donc, on a un Alexander Zverev qui, sur ce genre de coup droit, n'est pas capable de faire la différence. Il va jouer une mauvaise zone ici. Puis finalement, Alexander Zverev va se faire débriquer dans ce jeu. Alors il finira par gagner en 3-7, mais voilà. On voit qu'il essaye des choses, on voit qu'il essaye de progresser, on voit qu'il apporte quelque chose de nouveau à son jeu, un petit travail de main obligatoire pour performer sur gazon, mais on ne peut pas se réinventer du jour au lendemain et il y a toujours ces failles qui ressortent, surtout dans les moments importants, quand il faut conclure, dans des jeux où il y a 30-1, etc. On enchaîne avec le match aussi qui m'a fait kiffer hier. Et c'est à cause de ce match que j'ai pas pu tourner la vidéo hier soir. Parce que le match a fini tellement tard. Et ensuite, il y avait le match de l'équipe de France. Frances Tiafoe, Alexander Bublik. Et le match a clairement basculé dans cette troisième manche où Tiafoe aura eu 9 balles de 7. 9 balles de 7, certaines sauvées par Alexander Bublik, d'autres loupées par Frances Tiafoe. Et ça, c'est la balle de 7 où on voit Alexander Bublik être capable de faire une grande défense avec une énorme cloche qui va pousser Frances Tiafoe à venir couper la trajectoire ici pour jouer un coup droit mais sans trop de consistance. Finalement, Bublik va s'en sortir alors qu'il était mal en point dans ce point et dans ce set. Il y a même 6-5-0-40, il va s'en sortir. Ensuite, il y a plusieurs fois où Tiafoe fait le mini break. C'est lui qui sert au tie break. Pour conclure, il ne le fait pas. En tout cas, ce qu'on peut noter de ce match, c'est une belle bataille. Encore une fois, des belles images de la part de Frances Tiafoe qui avait fait déjà un très bon Roland Garros. Certes, il le perd, mais je pense que c'est aussi comme ça qu'on va se construire une fin d'année qui va être très belle pour Frances Tiafoe, qui nous a montré qu'il était capable de rebondir après Roland Garros. Celle-là, elle va faire moins mal par rapport à celle d'Arnaldi à Roland. Mais en tout cas, c'était un match hyper agréable à voir. C'était un match où Alexander Bublik a montré du caractère. Il a mis 48 aces, il a mis des aces dans les moments où ça comptait. Ça aussi, mentalement, c'est important. On a eu deux joueurs qui nous ont montré du spectacle, du petit jeu, de la variation. Pas mal d'amortis aussi du côté d'Alexander Bublik. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont les deux joueurs essayaient de garder leur ligne, de ne pas céder de terrain face à l'adversaire. C'était hyper intéressant. On a vraiment des joueurs qui cherchent à produire du jeu. Donc voilà, on avait vraiment un match hyper agréable. Mais je pense que si Tiafoe avait pris ce troisième set, Bublik n'aurait pas trouvé la force nécessaire. On ne le sait pas, c'est mon avis seulement. Mais il n'aurait pas trouvé la force nécessaire pour remporter cette quatrième et cette cinquième manche. Et le fait que ce soit Bublik qui le remporte fait que Tiafoe remporte la quatrième manche, mais Bublik n'a qu'un seul set à jouer, un seul set où il faut rajouter de la concentration. Il va breaker rapidement dans cette cinquième manche et finalement s'en sortir. On enchaîne, il nous reste deux matchs à voir. Grigor Dimitrov face à Matteo Berrettini. Et ici, on a le tournant du match. Ce passing exceptionnel à une main, tel Roger Federer qui va finir le long de la ligne. L'attaque de Berrettini est trop timide. Grigor Dimitrov va faire le passing, va faire le break et va ensuite s'envoler sans pression vers une magnifique victoire avec un symbole particulier puisque à la fin de la troisième manche, ils vont décider de fermer le toit. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, au moment où ils ferment le toit, quelques minutes après, puisque Grigor Dimitrov s'était refroidi, il va se blesser, il va se péter au niveau du pec face à Yannick Sinner, et forcément ça a été un traumatisme, ça a engendré beaucoup de choses dans la suite de sa saison, de sa carrière j'ai envie de dire, et que là il soit capable de revenir, de faire ce Wimbledon-là, alors que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, c'est compliqué de battre ce Matteo Berrettini qui venait de faire très bonne impression dans ses deux premiers matchs. Franchement, c'est exceptionnel, ça fait tellement plaisir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Grigor Dimitrov a cisaillé la balle, il a été aérien, j'ai trouvé qu'il avait aussi très bien servi, mais avec son slice de revers, il a tellement dérangé Matteo Berrettini qui a été sans solution. Très clairement, je trouve déjà que c'est un miracle que Berrettini soit au 5e set dans ce match, tellement j'ai trouvé Grigor Dimitrov plus fort et Matteo Berrettini en dessous. J'ai trouvé vraiment qu'il y en avait un qui faisait une bonne partition et l'autre qui faisait une mauvaise partition, et malgré ça, on a quand même un match en 5-7, donc ça prouve qu'aujourd'hui, Grigor Dimitrov n'est plus à son prime, mais il est capable parfois de nous sortir des gestes exceptionnels, comme ce passing-là. À un moment, il nous a sorti un autre passing en demi-volée aussi en revers. C'était magistral. Donc voilà, ça reste un beau match de tennis parce qu'on a deux spécialistes de la surface. Mais pour l'histoire, pour le petit clin d'œil, je suis vraiment content que Grigor Dimitrov ait gagné ce match. C'était vraiment très sympa. Et on finit avec
De Minaur, Zakaris Vajda. Pareil, hein, De Minaur s'en sort extrêmement bien. Alors, on a un Zakaris Vajda, on le sait, qui est un joueur un petit peu nonchalant, peut-être qu'un petit peu diminué, il a appelé aussi le physio à des moments importants, mais finalement, en fait, ça tient à pas grand-chose. Regardez bien ici, Zakaris Vajda fait un passing énorme après un smash de De Minaur, et De Minaur va nous faire un plongeon, une volée plongeon, on peut dire ça comme ça, où il va réussir à remettre la balle, et finalement, Svajda va perdre ce point alors qu'il aurait pu avoir 2 balles de break. Alors ça ne veut absolument rien dire puisque les deux joueurs n'ont fait que se breaker durant toute la partie. Les deux joueurs ont eu énormément de mal à maintenir leur engagement. Ok, c'est dû à des très bons relanceurs, mais c'est aussi dû à des très mauvais serveurs. Svajda, que j'adore, qui a une très bonne frappe de balle, qui a un très bon revers, un très bon sens du timing. Il a vraiment un faible service, c'est vraiment pas possible à ce niveau-là. Mais malgré ça, il était vivant dans ce match parce que De Minaur, encore une fois, ok, il tient son rang sur le papier, mais sincèrement, dans l'impression laissée, dans l'impression visuelle, c'est très léger, c'est très limité. Alors, ça passe pour cette fois. Je pense que face à Koboli, ça peut passer, ça peut passer. Voilà, c'est le genre de joueur qu'il peut réussir à battre, mais je ne le vois absolument pas aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il atteint déjà son plafond, que des joueurs comme Svajda, qui sont sans expérience à ce niveau-là de la compétition, arrivent à faire match comme ça et que ça tienne pas sur un plongeon volé, mais en vrai, ça tient vraiment à pas grand-chose, même dans la troisième manche. Je me suis dit, il s'en sort bien parce qu'il y a un petit relâchement en face et qu'il a cette expérience-là aussi pour en remettre. Mais très sincèrement, c'est insuffisant de la part d'Alex De Minaur. Allez, il nous reste 2-3 petites choses à voir. Il nous reste le tableau, messieurs, ici, très rapidement, puisque ça y est, on a tous nos huitièmes de finale. Sinner, Mushizuki. Ça va le tirage pour Sinner. Urkash pour Struff. Auger Aliassime, Davidovich Fokina, Safulin Djokovic, ça c'est aujourd'hui. Demain, De Minaur Koboli, Grigor Dimitrov Ferry. 2 wildcards en huitième de finale, je suis pas sûr que ce soit arrivé très longtemps. Surtout qu'elles s'affrontent pour une place en quart de finale. Je trouve l'histoire de ces deux hommes-là exceptionnelle. C'est peut-être mon huitième de finale préféré. Tyler Fritz face à Bublik. Oh, j'ai pas parlé de Tyler Fritz alors que effectivement il y avait un point exceptionnel. On a... bouge pas, je te retrouve juste après ça, je te mets l'image, vous allez voir. Je suis obligé de te parler de Tyler Fritz. Évidemment qu'il manquait un match. Il manquait Tyler qui s'en est sorti lui aussi par miracle. Parce que évidemment, il s'en sort en 4-7. On peut se dire que c'est plutôt logique. Mais c'est pas plutôt logique. Hein. Ce quatrième set, vous avez vu ce petit lapsus. Ce quatrième set, ce tie-break du quatrième set, très sincèrement, aurait dû être remporté par Sonego. Sonego qui s'est bazardé tout seul. Mais tout seul. Et puis là... On va redonner quand même du crédit à Tyler Fritz. On a Sonego qui envoie un parpaing au retour à 5 partout dans les pieds de Tyler Fritz. Et Tyler Fritz va nous sortir une demi-volée. Mais je ne sais pas comment il fait. Il arrive à la remettre. Et il va très bien la remettre puisqu'il va la remettre en diagonale. Et puis finalement, Sonego va jouer son coup. Et Tyler Fritz va faire un passing gagnant le long de la ligne. Et finalement, Fritz va s'en sortir 7-5. Alors qu'il était mené. Mais Sonego s'est bazardé. Un coup boisé qui finit dans les gradins. Un retour ici. Miracle remis par Tyler Fritz. Bref, ça reste un bon match. Ça reste un match évidemment qui fait grandir. Parce que Tyler Fritz aurait pu s'embarquer dans un 5e set de tous les dangers face à un Sonego en chaleur, mais il s'en sort et ça fait plaisir pour lui, ça fait plaisir pour la suite du tournoi. Alors, on peut reprendre ici notre tableau. Je le disais, on a Lehechka, Zverev et donc Tyler Fritz, Alexander Bublik. Si je devais me mouiller, je dirais Sinner face à Urkash, je dirais Auger Aliassime face à Djokovic, je dirais Koboli face à Grigor Dimitrov, je dirais Tyler Fritz face à Jiří Lehečka. Ouais, je pense que je peux changer d'avis. Je pense que Jiří Lehečka peut battre Alexander Zverev. On verra. Dernière petite chose à vous raconter. Évidemment, ce petit clash entre Reilly Opelka et les joueurs de double. On va pas faire long là-dessus, mais c'est important quand même. Reilly Opelka se fout de la gueule, très clairement, des joueurs de double. Il part du principe que les joueurs de double n'ont pas le niveau. Alors, regardez bien, il met une story ici, Save Doubles. Tout ça pour montrer qu'en fait, quand il y a des doubles, les gradins sont vides. Vous n'êtes peut-être pas au courant, on n'en a pas trop parlé en ce moment, mais l'ATP veut supprimer les doubles, en tout cas veut diminuer les tableaux de doubles. Ils veulent clairement réduire les effectifs et donc supprimer des emplois. Bon, voilà, rien que ça. Donc déjà, ça, c'est inadmissible. Et que des joueurs de simple comme Opelka, qui ne réunissent absolument pas un spectateur, personne n'achète un ticket pour Opelka, se permettent de l'ouvrir et se permettent de faire ce genre de critique, je pense que c'est vraiment...
pas bienvenu. C'est vraiment pas le bienvenu. Regardez bien, Henri Paten, joueur de double qui a déjà gagné plusieurs grands chelems, dit Save Opelka en montrant un terrain avec les tribunes aussi vides que la story d'Opelka. Ça a été repris par d'autres joueurs de double, Zielinski, Hugonis et j'en passe. Mais en fait, ce qui est énorme, c'est que Reilly Opelka, il en rajoute une couche. Il dit le problème, ce ne sont pas les doubles, mais les joueurs de double. Au-delà de Granollers, Zeballos et Vasselin, ils manquent de talent. Mais en fait, le fond peut s'entendre, c'est important, mais je trouve que c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que ce soit Opelka qui vienne nous dire ça, sachant que là il prend Granollers, Zeballos et Vasselin qui ont été des anciens joueurs de simple mais qui n'ont jamais été bankable. Donc sincèrement oui, c'est des joueurs qui ont été très bons, très talentueux, tout ce que vous voulez, mais les joueurs de double, à la limite, c'est des joueurs qui ont été 500, 600e mondiaux et qui ont raté entre guillemets leur carrière de simple et qui sont basculés en carrière de double. Mais que Reilly Opelka se permette ce genre de truc alors que c'est clairement pas le joueur le plus talentueux et en plus qui réunit absolument personne sur le circuit, je pense que c'est malvenu. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Aujourd'hui, très beau programme, on va se brancher très rapidement. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une très bonne journée. Moi, je te dis à très vite.